adopté. Les autres amendements appelés en discussion commune sont donc tombés et nous arrivons à une série d'amendements identiques. L'amendement 196, Monsieur Lurton, merci de bien vouloir le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 48 à 50 de l'article 1er. L'alinéa 48 met à la charge exclusive du bailleur la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement. L'interdiction est dictée donc par cet alinéa de pouvoir partager les honoraires de location entre le locataire et le bailleur est une mesure qui ne prend pas en compte la réalité des actions d'entremise ou de négociation réalisées dans l'intérêt des deux parties. En outre, par ce dispositif, les candidats locataires souffriront d'une offre de services réduite au minimum. Nous savons tous, Madame la Ministre, que quand nous arrivons à une transaction, à la signature d'un bail de location, une discussion s'établit entre le propriétaire ou son représentant et le futur locataire et que, in fine, dans le cadre de cette discussion, des arrangements peuvent être trouvés. Je pense qu'avec un article pareil, le propriétaire sera moins enclin à se livrer à ce type de négociation avec son futur locataire. Nous avons toujours dans cette discussion commune l'amendement 232 qui n'est pas défendu. Monsieur Tessier. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement 1207 qui, je le rappelle, a un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous avons une série d'amendements identiques. Monsieur Lurton, le 197, s'il vous plaît. Oui, cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 52 et 53 qui concernent l'affichage des honoraires en valeur absolue dans toutes les annonces immobilières. Il me semble que ces deux alinéas ne sont pas justifiés car un arrêté du 29 juin 1990 réglemente déjà la publicité des prix pratiqués par tous les annonceurs professionnels. J'ajoute que cette mesure est aussi discriminante car les notaires et les avocats qui procèdent aussi à la vente de biens immobiliers en seront épargnés de cette mesure. Si, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. La Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Premièrement, des précisions ont été apportées en commission sur cette question et qui vont dans le sens d'une meilleure information sur le montant des rémunérations perdues aux différentes étapes de la transaction immobilière. Monsieur Lurton vient de rappeler que, de son point de vue, il y aurait un caractère discriminant, mais je voudrais lui préciser que les avocats et les notaires sont soumis aux mêmes obligations de transparence que les autres professionnels. Je les interrogeais et je pourrais lui faire peut-être en dehors de notre séance publique pour ne pas rallonger les débats, les éléments que je peux vous apporter concernant à la fois les avocats qui sont liés par le règlement intérieur national de la profession d'avocat et les notaires qui perçoivent au titre des émoluments et des honoraires, mais qui sont aussi spécifiquement affichés dans les annonces immobilières. Donc il n'y a pas de caractère discriminant selon moi et selon les informations que j'ai pu recueillir. Et pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable. Merci. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Monsieur Lurton, le 198. Oui, cette fois-ci, cet amendement vise à supprimer les alinéas 54 à 57 de l'article 9, parce que, pour les motifs suivants, l'interdiction de la reconduction tacite des mandats exclusifs est inutile, puisque l'exclusivité est déjà dénonçable à tout moment, passé le délai des 3 premiers mois du mandat. Cette mesure est issue de l'article 78 du décret 72-678 du 20 juillet 1972. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. L'avis de la Commission est défavorable à cet amendement. Le dispositif du projet de loi, d'ailleurs enrichi par l'adoption d'un amendement de notre collègue Daniel Fasquelle en commission, prévoit à l'adresse du client une information sur les modalités de mise en œuvre d'une non-reconduction des contrats qu'il a pu passer par référence à ce qui existe au droit de la consommation. Le dispositif existant est désormais clair et bénéficie pleinement aux consommateurs. Aussi, Monsieur Lurton, je vous proposerai de retirer votre amendement. À défaut, je maintiendrai l'avis défavorable de la Commission. Le ministre. Qui est contre, il est adopté.
Je mets donc aux voix l'amendement ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 199, Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Nous arrivons donc au compte séparé pour le syndicat. Je dois avouer que, si je comprends bien ce qui peut justifier la création d'un tel compte séparé, je crains un petit peu qu'il ne fasse que compliquer la gestion des copropriétés. Pour le syndic, je pense qu'il entraînera une surcharge de travail. Le syndic, qu'il soit professionnel, mais il peut aussi être bénévole. Il y a des syndics bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup de dévouement à la gestion de copropriétés. Il peut entraîner aussi des frais supplémentaires. Tout ça fait que je crains que ce compte ne crée plus de problèmes qu'il n'apporte davantage. Et c'est pourquoi je propose dans cet amendement de supprimer d'abord l'alinéa 18, bien sûr, et en conséquence, ensuite de supprimer les alinéas 20 et 21. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, ce débat sur le compte séparé nous a beaucoup occupés en commission. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation au syndic de propriété d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. Le compte séparé est donc la règle dans la loi actuelle, même si une exception est possible et l'Assemblée générale peut toutefois en décider autrement à la majorité de l'article 25. Dans 95% des cas, les syndics professionnels ont fait voter par l'Assemblée générale la dispense de compte séparé en invoquant des coûts supplémentaires importants générés par le compte séparé. Le coût supplémentaire inclus dans la rémunération forfaitaire dissuade souvent les syndicats de copropriétaires de faire le choix du compte séparé ouvert à son nom, qui est cependant le principe affirmé par la loi. L'étude conjointe de l'UFC Que Choisir et de l'ARC de mai 2013 montre que la quasi-totalité des contrats prévoit une distinction tarifaire entre le fonctionnement du compte séparé ou en compte unique, cette distinction variant de 15 à 40%. Le compte ouvert au nom du syndic est rémunéré par la banque au profit du syndic et l'étude d'impact précise que les conventions entre syndic et banque peuvent consister également en l'ouverture de comptes mandants et de comptes reflets des comptes mandants au nom du syndic, permettant à celui-ci d'adopter une gestion déconnectée de la gestion pour compte de tiers en contrepartie de la signature d'une convention de fusion ou de compensation au profit de la banque. Au-delà du manque de transparence et de la perte pour les copropriétaires de produits financiers, le sous-compte présente donc lui aussi un certain nombre de risques. Le compte ouvert au nom du syndic a pour conséquence que les syndicats de copropriétaires éprouvent, en cas de liquidation judiciaire du syndic, des difficultés à récupérer les fonds ouverts sur des sous-comptes. Pour toutes ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à votre amendement, préférant l'état initial du projet de loi présenté par le gouvernement, auquel un certain nombre d'amendements, dont un de ceux que j'avais proposé, a précisé le dispositif au moment de la commission. Merci Madame la Ministre, même avis. Oui, monsieur le député, cette question du compte séparé est une question importante et je crois que les excès et les dérives permises par le compte unique ont été largement relevés, et ce depuis des années. L'objection qui est parfois soulevée à cette existence de compte séparé est celle d'une difficulté de gestion ou celle de l'usage qu'on connaît et qui est quand même, s'il n'est pas interdit, qui peut poser question, des produits financiers dégagés par l'existence d'un compte unique. On a vu, notamment avec l'affaire Urbania, les risques et les dangers que pouvait représenter la gestion en compte unique. L'ensemble des objections avancées à la mise en place du compte séparé ont été levées dans le cadre de la concertation et dans le travail tant avec les professionnels qu'avec les associations de copropriétaires notamment. Il nous semble que c'est une grande avancée, que ce sera un véritable outil de prévention des impayés notamment, puisqu'il permettra de suivre très finement la situation des copropriétés et de ne pas artificiellement avoir le sentiment qu'une copropriété n'est pas en déficit, parce que la trésorerie d'autres copropriétés comble le déficit de celle-ci. Donc je dis vraiment que je considère que c'est une avancée dans la gestion des copropriétés, dans la transparence et donc dans l'amélioration de la qualité de la relation entre le syndic et les copropriétaires.